Salut à tous, c'est Alain Jesper et bienvenue dans ce nouveau format. Pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on faisait souvent des entretiens écrits avec des supporters quand on se déplaçait chez eux. Et maintenant, on va le faire, mais à l'oral. Je serai accompagné de Maxence. Bonsoir. Et donc, on va commencer par une petite présentation factuelle effectuée par nos soins du Paris FC. Et ensuite, on ira plus en détail avec quelqu'un de passion Paris FC qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Donc, pour commencer, il faut abattre une idée reçue que le PFC serait une petite équipe du championnat, puisque ce n'est plus tout simplement plus la même équipe que l'année dernière. Maxence, est-ce que tu peux nous en parler ? Ils ont fait un très bon mercato. Ils ont réussi quand même à attirer un joueur jouant l'Europa League l'année dernière en rachetant ses 2 dernières années de contrat. Florent Hanin, latéral gauche. Donc c'est quand même un énorme coup. Ils ont recruté un tas de joueurs qui finissent dans l'équipe première au final, comme Gaëtan Lora, Saïd Arab, Moustapha Namé, Ndiaye, Bello, etc. Plus Adjam qui sort du centre de formation et qui a joué le premier match de championnat. Donc le Paris FC sera en effet une équipe à surveiller qui risque de jouer le haut de tableau. Ça se traduit tout de suite financièrement, puisqu'on voit que le budget est passé de 14 à 19 millions d'euros, soit presque le double de celui du VFC. Donc, Eddy, si tu nous écoutes, n'hésite pas à partir. Puis c'est aussi intéressant parce que c'est l'arrivée du Bahreïn, émigré du Qatar, qui prend le 2e club de la capitale. Donc, tout le monde s'en fout, mais moi ça m'intéresse, donc je le dis. Et par contre, le PFC qui a eu un début de championnat perturbé par le Covid. Ouais, c'est ça, ils ont eu 3 cas de Covid juste avant le premier match, ce qui affecte un petit peu une préparation très réussie, je te laisse en parler. Oui, une préparation qui fait un peu peur, on n'a pas trop suivi, et quand on a regardé les résultats, on a un peu flippé, parce que sur les 7 matchs qu'ils ont disputés, une seule défaite contre Dijon, sinon c'est une victoire contre Créteil, une victoire contre Troyes, une victoire contre Lens qui est en Ligue 1, une victoire contre le Red Star, une victoire contre le Mans, et une victoire contre Caen. Donc c'est une équipe qui a totalement réussi sa préparation. Et malgré le fait qu'ils aient intégré beaucoup de joueurs, Maxence, je te laisse un peu en parler, ça s'est vu notamment dans le 11 qui a débuté à Chambly. Ouais, c'est ça, j'en parlais déjà un petit peu avant, mais on a vu un 11 totalement métamorphosé par rapport à l'année dernière. La réintégration de Desmarconnet, déjà la moitié de saison dernière, qui avait été remis en place par René Girard. Et là, on a l'arrivée de tas de joueurs comme Gaëtan Lora, Saïd Arab, qui étaient 2 gros espoirs du national, Moustapha Namé, Ndiaye, Bello, qui est un joueur confirmé et qui était latéral droit à Brest, ou encore Florent Hanin jouant l'Europa League l'année dernière, qui a été racheté de ses 2 dernières années de contrat. On voit aussi que les joueurs du centre comme Bamba en défense centrale ont été re-signés, mais surtout Adjam qui sort de cette année du centre et qui a été directement titulaire pour le premier match de championnat et qui a fait une très belle performance. Ces bouleversements dans l'équipe type n'ont pas l'air d'avoir fortement perturbé le PFC puisqu'ils se sont imposés 3-0 à Chambly. C'était un beau match, un match maîtrisé quasiment de A à Z. On a vu un Gaëtan Lora très très en forme notamment qui a tout simplement bouleversé la défense adverse. Chambly était un peu perdu sur le terrain. Chambly qui aussi a perdu leur meilleur attaquant Petkovic qui venait d'arriver, faut pas oublier. Mais on les a vus bien en difficulté face à une équipe du Paris FC très solide. L'équipe du Paris FC d'ailleurs qui me fait parfois penser à celle de Valenciennes avec des jeunes qui sortent du centre ou recrutés ailleurs d'ailleurs, mais aussi un mélange entre expérience et jeunesse qui est assez intéressant. Donc pour ceux qui ne resituent pas le match, en gros, Paris a marqué sur 2 erreurs assez scandaleuses de la défense cambysienne, mais par contre ils ont marqué un 3e but en étant en infériorité numérique, donc c'est à souligner. Et puis la stat qui résume le match, 10 tirs pour le PFC, 8 cadrés, Chambly, aucun tir cadré. Et enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon, je vais faire un bref rappel des dernières confrontations qu'il y a eu entre le PFC et VA à Charletti. Donc en 2016, il y a eu une victoire 4-1 de VA à Charletti qui a d'ailleurs relégué officiellement le PFC en national. En 2017, on s'est incliné 3-2 là-bas. Et enfin, en 2019, un match nul 0-0 entre Paris et VA. Match vraiment très chiant puisque VA jouait son maintien et le PFC devait maintenir sa 5e place. Et donc maintenant, comme promis, un entretien avec Baptiste de Passion Paris FC qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Passion Paris FC et ce que vous faites dessus ? Alors oui, bonjour. Passion Paris FC, ce sont des réseaux sociaux depuis 2014 sur Facebook et depuis 2017 sur Twitter et récemment aussi sur Instagram. Nous, notre objectif, c'est de relayer l'actualité autour du Paris FC, de faire vivre cette communauté qui est pas énorme, mais bon, qui est forcément en croissance. Et voilà, c'est de faire parler du Paris FC autour des matchs. Et voilà, on a des projets différents comme un podcast qu'on va bientôt lancer. Ok, pour les supporters valenciennois qui seraient intéressés par la Ligue 2 dans son ensemble, n'hésitez pas à aller les follow sur les différents réseaux. Merci. Et donc nous, ce qui nous a marqué quand on a un peu étudié le Paris FC, son intersaison, c'est l'arrivée du Bahreïn dans le capital et dans l'investissement.
Est-ce que c'était une arrivée attendue et est-ce qu'il y a eu des effets immédiats que vous avez pu constater dans le club et sa gestion? Alors attendu, on savait qu'il allait y avoir de nouveaux investisseurs qui allaient arriver au Paris FC parce que président Ferracci disait ça depuis presque mai 2018 et l'ouverture du nouveau centre d'entraînement à Orly. Le Bahreïn, non, on a été un petit peu surpris, même s'il y a eu quelques informations qui ont fuité, dans l'équipe ou par Romain Molina sur YouTube. Sur les effets immédiats, alors faut savoir que le Bahreïn arrive donc avec 20%, qui prend 20% de l'actionnariat du Paris FC et devient aussi sponsor principal. C'est pour ça que sur la face avant du maillot, maintenant le sponsor principal qui était Vinci depuis X années, je sais même plus combien, c'est maintenant Victorious Bahreïn. À la base ça devait être Explore Bahreïn, mais maintenant c'est Victorious. Ça a changé entre temps. Donc l'effet immédiat déjà c'est sur le maillot, on le voit, et après sinon on peut pas en fait voir tout de suite des effets immédiats dans le sens où l'objectif annoncé en tout cas par le président Ferracci, c'est de mettre Bahreïn dans l'équation pour investir dans l'information. Donc forcément l'information ça se voit sur du long terme. C'est comme la construction du nouveau centre d'entraînement et du centre de formation. Maintenant, ça va avoir un tout petit peu plus de 2 ans. On peut pas se dire qu'on va sortir des joueurs à tour de bras et les revendre à Leipzig et aux plus grands clubs européens. Donc, on va dire que l'apport du Bahreïn, ça va se voir surtout sur du long terme. C'est vrai qu'on aurait pu se demander si l'enveloppe mercato allait être augmentée. Alors, je pense qu'elle a été un peu augmentée forcément. Vu les arrivées, le profil des joueurs qu'on a recrutés, aussi surtout la durée des contrats qui étaient proposés. Avant, on faisait des contrats 1 à 2 ans. Maintenant, on a des 3 ans, 4 ans même pour Mandouki, qui est un joueur qui vient d'avoir 29 ans, pardon. Un contrat de 4 ans au Paris FC, on n'avait jamais vu ça. Voilà. Après, on a vu une préparation plutôt réussie aussi pour le Paris FC en avant-saison, avec des victoires notamment contre Lens, le Red Star, 3 Caen. Est-ce que ça reflétait un peu le niveau qui était proposé? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'au-delà des 6 victoires en 7 matchs, c'est vrai que il y avait quelques matchs à huis clos que nous on a pu observer, mais globalement l'adversité, elle restait assez faible quand même, faut le dire. Truc tout bête, donc contre Caen, le premier match c'était vraiment de l'aveu de René Girard, c'était pour se dégourdir les jambes. On le gagne sur un penalty quoi, et en deuxième mi-temps on parque le bus quoi. Contre Le Mans, Le Mans était très faible, ils avaient beaucoup d'absents, enfin une équipe assez réduite. Dijon c'était leur premier match de reprise. Bon, faut voir au-delà du résultat sur la préparation. Par contre, on a vu quelques éléments intéressants, des circuits qui ont commencé à être créés, notamment sur le côté gauche. Alors pour le coup, entre Ali Abdi et Marvin Gakpa, manque de peau, Ali Abdi il est out pour 3 semaines et Gakpa il a le Covid. Donc mais sinon, il y a eu quelques... On voit qu'ils ont bien travaillé sur la préparation pour arriver prêt vendredi dernier contre Chambly en première journée du championnat. Ouais. D'ailleurs, contre Chambly, ça a été un match très maîtrisé. On rappelle que vous êtes imposé 3-0 en marquant même un 3e but en infériorité numérique. Nous, on se demandait en regardant le 11, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans l'équipe qui sera alignée samedi? Alors, il me semble que la procédure pour le Covid, c'est 15 jours d'isolement, ou en tout cas qui ne peuvent pas participer aux compétitions de la LFP. Du coup, les 3 joueurs qui sont censés être concernés, c'est donc Lamine Diaby Fadiga, Marvin Gakpa et Morgan Guilavogui. En revanche, il y avait 2 autres absents principaux qui étaient Ousmane Kanté et Cyril Mandouki, qui sont quand même des joueurs cadres titulaires presque indiscutables, qui étaient absents. Eux, par contre, ils pourraient être dans le groupe, oui, clairement, pour samedi. Donc il y aurait deux entrées. Après, faut dire qu'à leur poste, que ce soit pour Ousmane Kanté, donc qui a été suppléé par Youssoupha Ndiaye contre Chambly, qui a été un des meilleurs, et pour Cyril Mandouki, c'est Moustapha Nam qui a pris sa place et qui a été aussi un des meilleurs. Donc bon,
il y aura pas beaucoup de changements et au pire, ce sera pas très important comme changement. Et du coup, si avec toutes ces recrues, le dernier match, etc., si on devait avoir un joueur à surveiller, parce qu'on a vu un très grand Gaëtan Laura, mais aussi un très grand Florent Martin, ça serait qui? Aussi un Adjam aussi qui a été excellent. Ouais, alors justement, oui, j'ai oublié de j'ai oublié de dire donc Jawan Adjam qui est un 2003, un latéral gauche 2003 international U16, qui a donc joué contre Chambly, et lui ce sera peut-être pas sûr qu'il restera titulaire, faudra voir, parce qu'on a recruté récemment Florent Hanin qui est un latéral gauche ancien du Vitória Guimarães en T1 portugaise, qui était un peu à court de forme la semaine dernière. Lui pourrait peut-être rentrer à voir. Mais ouais, sur un joueur à suivre, ouais, alors je vais pas vous citer Gaëtan Laura parce que bon, effectivement, il a fait un très bon match pour sa première en Ligue 2. Je vais plutôt vous citer Saïd Arab, qui est aussi un joueur qui découvre. Lui, c'était son deuxième match de Ligue 2 parce qu'il avait fait une entrée il y a 2 ans avec le Red Star contre Niort où il avait joué 10 minutes, quoi. Donc c'était vraiment ses vrais débuts en Ligue 2. Révélation l'année dernière du Red Star, c'est un milieu offensif qui peut jouer ailier gauche, ailier droit, relayeur, milieu défensif. L'année dernière au Red Star, il a joué partout, et donc c'était la révélation du Red Star évidemment. Il avait pas mal de sollicitations, ça l'avait, ouais, Saint-Etienne notamment. Bon, Saint-Etienne ils ont pris Aouchiche, c'est un autre standing quand même, mais et donc c'est un joueur en fait qui a un volume de jeu énorme, qui court énormément et qui a une très belle technique. Et c'est ce qui a manqué notamment l'année dernière au Paris FC, avoir un joueur technique au milieu qui puisse faire des passes vers l'avant, qui puisse verticaliser le jeu. Et donc c'est un joueur qui peut jouer relayeur et 10, qui te permet justement d'adapter un petit peu ton schéma de jeu en cours de match. Et voilà, il me semble que ça peut être une menace principale au milieu, en tout cas pour samedi. Ok, et du coup, la petite question très cliché pour finir, est-ce que tu auras un petit prono pour samedi? Alors je suis l'équivalent d'une grosse merde en prono. Non, après oui, j'avais un petit peu réfléchi. Moi, je me dis déjà que Valenciennes, c'est déjà 2 équipes qui ont gagné leur premier match 3-0 contre des adversités plutôt faibles, sans manquer de respect à Chambly et à Pau évidemment. Mais je vois bien un petit peu le contre-pied on a beaucoup marqué, maintenant on va se calmer, avec 2 bonnes défenses. Du coup, je vois un bon 0-0, mais un bon 0-0, pas le 0-0 à une frappe cadrée des 2 côtés et puis des passes au milieu, quoi. Non, je vois un bon 0-0. Ce qui permettrait un petit peu de valider, côté PFC en tout cas, le fait que la défense reste une identité presque du club. Parce que l'année dernière, c'était opération porte ouverte. Valenciennes, vous nous avez gagné 15-0, donc c'était pas vraiment porte ouverte. Mais même en préparation, tu vois, il y a eu beaucoup de matchs où on a pris des buts, ce qui n'était pas du tout habituel avant. Mais du coup, ouais, je pense que ça peut être un bon match de défense, par exemple. Donc un 0-0 intéressant. D'accord, merci Baptiste pour tes réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Passion Paris FC sur les différents réseaux. Puis nous, on se retrouve samedi pour le débrief après le match. À plus.